Je pensais connaître ma femme. Je pensais que notre mariage reposait sur la confiance, les épreuves et les sacrifices. Je travaillais depuis la maison. Elle gravissait les échelons professionnels bien plus vite que moi. Elle gagnait plus, avait plus de liberté et, au final, plus de secrets. Tout a commencé par un texto. Puis, un silence total. Son téléphone était éteint. Pas de réponse. C'est là que j'ai su que quelque chose clochait. Ce qui a suivi, ce furent 2 mois de paranoïa, d'enquêteurs privés, de caméras cachées et de révélations. Au tribunal, elle a crié, griffé, m'a maudit. Elle a juré que je le regretterais. Mais elle a tout perdu. Voici l'histoire de comment j'ai découvert l'infidélité de ma femme et disparu de sa vie comme si je n'avais jamais existé. Si vous pensez que le karma n'envoie pas de facture, attachez votre ceinture, je vais vous prouver le contraire. Je crois qu'à force de vivre avec quelqu'un, on finit par penser qu'on le connaît mieux que quiconque. C'est ce que je ressentais pour Élodie. Nous étions mariés depuis plus de 10 ans, 12 ans précisément. Nous n'étions pas parfaits, aucun couple ne l'est, mais je pensais que nous étions solides. J'avais une confiance absolue en elle. Jamais je n'avais songé à vérifier où elle était ou avec qui. Tout a changé d'une manière que je n'avais pas vu venir. Ça a commencé par des détails, le genre de choses qu'on ignore si on ne fait pas trop attention. Élodie dirigeait une grande équipe dans une agence de publicité réputée au centre de Lyon. Elle était douée, vraiment douée. Elle gagnait plus que moi, pour être honnête. Ça ne me dérangeait pas. J'ai toujours travaillé de chez moi comme programmeur indépendant, création de sites web, développement de logiciels, tout ce qui payait les factures. Élodie aimait que j'aie la liberté de travailler de n'importe où. J'aimais qu'elle ait une carrière dont elle était fière. On pensait qu'on se complétait. Quand elle a commencé à rentrer tard du travail, ça semblait logique. Deadline, réunion avec des clients, lancement de campagne, le monde de la pub, c'est un tourbillon de nuits courtes et de matins précoces. Je n'ai pas sourcillé les premières fois qu'elle m'a envoyé un texto, je suis en retard, ne m'attends pas, ou, réunion imprévue, je rentre après le dîner. Je me disais qu'elle bossait dur, comme toujours. Mais après quelques semaines, les retards sont devenus fréquents. Puis presque quotidiens. Au début, je me suis dit que c'était juste une période chargée. Peut-être un nouveau contrat, un client important qui lui mettait la pression. Je savais qu'elle était stressée, elle rentrait épuisée, jetait son sac sur une chaise, enlevait ses escarpins près de la porte et n'avait presque plus l'énergie de parler. J'avais de la peine pour elle. Je trouvais des excuses. J'ai même commencé à en faire plus à la maison, à lessive, vaisselle, tout ce qui pouvait lui faciliter la vie. Le vrai problème a commencé quand ces histoires ne collaient plus. Des petits détails d'abord. Puis des incohérences flagrantes. Une nuit, elle a dit qu'elle avait un dîner professionnel dans une brasserie à l'autre bout de la ville, mais quand je lui ai demandé comment c'était, elle a eu l'air perdue et a répondu que c'était une visioconférence. Je me répétais que c'était mon imagination. Qu'elle était juste fatiguée, surmenée, et qu'elle mélangeait tout. Mais plus je faisais attention, plus il était difficile d'ignorer ce sentiment que quelque chose n'allait pas. J'ai aussi remarqué qu'elle faisait plus d'efforts sur son apparence. Pas qu'Élodie n'était pas toujours élégante, elle adorait la mode, mais il y avait quelque chose de différent. Des talons plus hauts. Des jupes plus ajustées. Un nouveau parfum que je ne reconnaissais pas. Elle disait qu'elle voulait être impeccable pour le travail, que ça l'aidait à se sentir puissante. Je n'ai pas discuté. Mais une petite voix en moi murmurait, « Pour qui veux-tu vraiment plaire ?» Pour couronner le tout, elle était devenue absente. Distante. Certains soirs, elle me parlait à peine. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, j'avais droit à des réponses vagues, sans conviction, comme « c'était l'enfer » ou « rien d'intéressant ». Nos conversations, autrefois si fluides, étaient maintenant laborieuses. Élodie a 5 ans de plus que moi. Quand on s'est rencontrés, elle avait déjà une belle carrière, une petite maison héritée de ses parents, et bien plus de choses en ordre que moi. J'étais juste un gars qui vivotait avec des petits boulots, rêvant de construire quelque chose de plus grand. Elle a cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Elle m'a soutenu quand je suis devenu freelance à plein temps. On a vécu dans sa maison les premières années, en se débrouillant. Quand j'ai enfin commencé à gagner correctement, on a décidé qu'il était temps de changer. On a vendu sa maison, rassemblé toutes nos économies, et acheté une nouvelle ensemble, quelque chose qui était vraiment à nous. Pendant un temps,
la vie était belle. On a construit quelque chose de solide. Brique par brique. C'est pourquoi, quand Élodie a commencé à trébucher sur ses propres mensonges mélangeant ses excuses, embrouillant ses histoires, ça m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je n'étais pas parano. Je n'étais pas fou. J'étais attentif. Et ce que je voyais me terrifiait. Quelque chose se passait. Quelque chose d'important. Et au fond de moi, je savais déjà. Quoi que ce soit, notre mariage ne serait plus jamais le même. C'était un jeudi soir quand ça m'a vraiment frappé. Élodie m'a envoyé un texto vers 18h45, disant qu'elle avait une réunion professionnelle à l'autre bout de Lyon. Quelque chose à propos d'un dîner avec un client qui se prolongeait, et plutôt que de rentrer à la maison après, elle allait dormir chez une amie et une collègue qui habitaient plus près. Au début, je fixais le message, me disant que c'était logique. Les bouchons sont terribles à Lyon après la tombée de la nuit. Elle était fatiguée. Ça se tenait. Mais mon estomac s'est noué, comme un nœud impossible à défaire. Ce n'était pas la première fois que ces histoires ne collaient pas, et le fait qu'elle ait éteint son téléphone juste après ce message n'a rien arrangé. Éteint. Directement sur messagerie. Toute la nuit, j'ai fixé le plafond, me tournant et me retournant. Je jetais des coups d'œil à l'horloge, espérant qu'elle appellerait, qu'elle enverrait un texto. Rien. Pas de « bonne nuit », pas de « je t'aime ». Rien. Le matin est arrivé. Je me suis traîné hors du lit et j'ai fait un café que j'ai à peine bu. Vers 7h30, Élodie a enfin appelé. Elle a dit qu'elle venait de se réveiller et rentrait à la maison. Quand je lui ai demandé pourquoi son téléphone était éteint, elle a marmonné quelque chose à propos d'un manque de réseau là où son ami habitait. Pas de réseau. En plein centre de Lyon. Bien sûr. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas accusé. J'ai juste hoché la tête et dit, content que tu ailles bien. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je ne pouvais plus rester là à me convaincre que tout allait bien. J'avais besoin de réponses. Pas de suppositions. Pas d'intuition. Des réponses concrètes. Ce week-end-là, j'ai élaboré un plan. J'ai loué une berline grise banale dans une agence de location pas trop regardante. J'ai payé en liquide. Si Élodie voyait ma voiture près de son bureau ou de ses endroits habituels, elle aurait tout de suite compris. J'ai sorti un vieil appareil photo réflexe du placard, celui qu'on utilisait pour nos virées en voiture ensemble. J'ai chargé les batteries, vidé la carte mémoire, pris une casquette de baseball et une vieille paire de lunettes de soleil qui me donnaient l'air d'un type lambda traînant dans un parking. Je n'étais pas fier de ce que je faisais. Ça me rendait malade, comme si j'envahissais son intimité ou trahissais un code entre nous. Lundi matin, je me suis garé à une rue de son immeuble de bureau et j'ai attendu. Je suis resté dans cette voiture des heures, à observer par le pare-brise. J'ai vu des gens aller et venir. Élodie n'est pas sortie une seule fois, sauf vers midi pour aller chercher une salade dans un café en face, avant de retourner vite fait au bureau. Elle est partie à 17h45 précise, a conduit directement jusqu'à la maison et s'est comportée comme une épouse normale après une longue journée. Même chose mardi. Surveillance ennuyeuse. Elle arrivait au travail, quittait à peine le bâtiment sauf pour un encas, rentrait fatiguée, s'asseyait sur le canapé avec un verre de vin, zappait sur la télé sans vraiment regarder. J'ai presque réussi à me convaincre que j'avais tort. Que j'étais le fou. Que je devais lâcher prise. Mais quelque chose en moi, ce sentiment tenace, cette boule au ventre qui grandissait depuis des semaines ne me laissait pas abandonner. Mercredi, j'ai changé de tactique. Au lieu de camper de 8h à 18h, j'ai décidé d'arriver plus tard, vers la fin de sa journée. Peut-être que quelque chose se passait en fin d'après-midi. Je me suis garé loin de son bureau à 16h30, j'ai baissé les vitres un peu et j'ai attendu. J'ai vu ses collègues sortir petit à petit et certains plaisantaient, d'autres se disaient au revoir. Mes yeux restaient rivés sur le parking. Pas de trace d'Élodie. Sa voiture n'était pas là non plus. J'ai attendu. Et attendu. Le soleil commençait à descendre derrière les immeubles du centre-ville. Les réverbères se sont allumés. Le bâtiment s'est vidé, étage par étage. À 18h15, c'était le calme plat. Une ville fantôme. Plus personne, sauf moi et quelques agents d'entretien qui poussaient des poubelles. Je suis resté encore 20 minutes, le cœur battant de plus en plus fort. Finalement,
j'ai abandonné, démarré le moteur et conduit jusqu'à la maison. À mi-chemin, mon téléphone a sonné. C'était Élodie. Je me suis forcé à répondre normalement. Elle a dit qu'elle venait de rentrer et se demandait où j'étais. Elle a expliqué qu'elle était restée tard pour boucler un gros projet, puis était rentrée directement parce qu'elle était épuisée. J'ai marmonné un truc sur des courses à faire et lui ai dit que je serais bientôt là. Quand je suis arrivé dans l'allée, elle était là dans la cuisine, encore en tenue de travail, souriant comme si elle n'avait pas menti de toutes ses dents. Je voulais tellement la croire. Avaler ses paroles et faire comme si tout allait bien. Mais au fond, je savais. Je poursuivais un fantôme. Et je savais que je ne pouvais plus gérer ça seul. C'était le fait que, peu importe à quel point je voulais la croire, mon instinct me l'interdisait. Et si je n'obtenais pas de preuves solides, des preuves irréfutables, je resterais coincé dans ce purgatoire misérable, à douter de tout. Alors, j'ai décidé d'embaucher quelqu'un. Je me souvenais d'un ami d'il y a quelques années qui avait engagé un détective privé quand il soupçonnait son associé de le voler. Ça avait bien marché pour lui. Après quelques recherches discrètes et conversations à voix basse, j'ai obtenu le numéro du type qui l'avait utilisé. Il s'appelait Marc. Nom banal, type banal et dégarni, chemise polo rentrée dans un jean, un visage qu'on oublie 5 minutes après l'avoir vu. Exactement le genre de personne qu'on veut pour ce type de boulot. On s'est retrouvé dans un bistrot à la périphérie de Lyon. Je suis arrivé en avance, j'ai commandé un café noir et je suis resté à fixer la fenêtre, me demandant si je faisais une énorme erreur. Quand Marc est entré, il m'a repéré tout de suite et s'est glissé sur la banquette en face de moi sans un mot. Il m'a juste fait un petit signe de tête, comme s'il savait déjà ce que j'allais dire. Je lui ai tout raconté, les retards d'Élodie, le téléphone éteint, les histoires bancales, les mensonges. Je lui ai parlé de l'avoir suivi quelques jours plus tôt et de son absence au bureau alors qu'elle prétendait y être. Marc a écouté en silence, griffonnant parfois sur un petit carnet. Quand j'ai fini, il s'est adossé et a dit « Je prends l'affaire. Tarif standard. Je vous tiens au courant. » C'était tout. Pas de grandes promesses. Pas de discours. Juste une assurance calme. 3 jours plus tard, il m'a envoyé un texto. J'ai quelque chose. Vidéo en cours d'envoi. Mes mains tremblaient quand j'ai ouvert le fichier. J'étais dans le salon, store baissé, le cœur battant comme un tambour. La vidéo montrait la voiture d'Élodie s'arrêtant dans un quartier résidentiel tranquille, à une vingtaine de minutes du centre-ville. Élodie a garé sa voiture dans la rue, est sortie avec un grand sac à l'épaule et s'est dirigée vers une maison en briques rouges comme si elle était chez elle. La porte s'est ouverte avant même qu'elle ne frappe. Un type se tenait là, la trentaine, peut-être plus jeune, en forme, en jean et t-shirt, l'air détendu. Il a souri, l'a prise dans ses bras pour une étreinte bien trop longue, puis ils sont entrés ensemble. La vidéo s'arrêtait là. Marc expliquait dans le texto qu'il n'allait pas filmer à travers les fenêtres trop risquées, parfois illégales. Mais le message était clair. Élodie n'était pas coincée au bureau. Elle ne passait pas ses nuits à impressionner son patron. Elle passait des heures avec un autre homme et me mentait en face. Cette première vidéo m'a secoué jusqu'aux os. Je l'ai regardée 5, peut-être 6 fois, assis dans le noir comme un idiot. Chaque fois que je relançais, ça me frappait plus fort. C'est réel. Ça arrive. Mais même là, je ne pouvais pas réagir. Pas encore. Une vidéo pouvait suffire à détruire un mariage sur le plan émotionnel, mais si je voulais me protéger, vraiment me protéger légalement, il m'en fallait plus. Des preuves solides. Un schéma clair. Pas de place pour qu'elle s'en sorte avec des excuses. Alors j'ai répondu à Marc. Continuez. Pendant les 2 semaines suivantes, Marc a poursuivi. Tous les quelques jours, il m'envoyait une nouvelle vidéo. À chaque fois, le même schéma. Élodie quittait le travail en avance, parfois 2 heures avant la fin de sa journée et se rendait directement à cette maison en briques rouges. Le type ouvrait la porte avec ce sourire idiot collé au visage. Il s'enlaçait, parfois pendant 1 minute ou 2, comme dans un mauvais film romantique. Puis ils entraient. Elle restait entre 1 et 3 heures, selon les jours. 5 visites en 2 semaines. Et pour empirer les choses, les soirs où elle n'allait pas là-bas, elle agissait comme si tout était normal. Elle préparait le dîner. Me demandait comment s'était passée ma journée. Se blottissait contre moi sur le canapé comme si rien n'avait changé.
C'était comme vivre avec une étrangère portant le visage de ma femme. Je ne l'ai pas confrontée. Je n'ai pas crié ni cassé quoi que ce soit. J'ai juste observé. Et chaque fois qu'elle m'embrassait pour me souhaiter bonne nuit ou me disait qu'elle m'aimait, il me fallait toute ma force pour ne pas reculer de dégoût. J'avais ma première série de preuves maintenant. Claire comme le jour. Mais au fond, je savais que ce n'était pas encore assez. Pas pour ce que j'avais en tête. Si je voulais m'assurer qu'elle ne s'en sorte pas sans conséquence, j'avais besoin de preuves encore plus solides. Pas juste qu'elle me trompait. Mais jusqu'où allait cette trahison? Les vidéos montraient Elodie entrant dans cette maison en briques rouges à plusieurs reprises. Elle y restait des heures, me mentant toujours sur ses allées et venues. Mais les vidéos s'arrêtaient à la porte. Je ne savais pas ce qui se passait à l'intérieur, pas concrètement. Mon instinct le savait. Mais les intuitions ne tiennent pas au tribunal. Les preuves, si. Alors, j'ai appelé Nicolas. Nicolas et moi étions amis depuis la fac. On construisait des ordinateurs de gaming ensemble dans notre chambre d'étudiant et on installait des pièges à caméra pour embêter notre responsable de résidence. C'est le genre de type capable de démonter un PC les yeux fermés et de le remonter en mieux. Un mec bien, intelligent, qui ne m'a jamais jugé dans cette histoire. Je lui ai tout raconté, pas seulement Elodie, mais ce dont j'avais besoin. Des images réelles. Pas juste une voiture dans une allée, mais ce qui se passait derrière cette porte. Il n'a pas scié. Il a juste hoché la tête et dit « J'ai un contact ». Le contact de Nicolas Étienne bossait pour GRDF. Employé légitime, avec l'uniforme, la carte professionnelle, tout. On a mis un plan au point autour de quelques bières un soir. On allait le faire à l'ancienne, avec une touche moderne. 2 jours plus tard, on s'est pointé devant la maison en briques rouges dans une camionnette GRDF qu'Étienne avait empruntée avec l'accord de son chef. Je portais des bottes de chantier, un jean, un gilet et une casquette avec un faux écusson, autorité gaz régionale. Nicolas était habillé pareil. On avait l'air crédible, jusqu'au sac à outils et au porte-bloc que je tenais. Il était environ 15h, une heure où les gens ne se méfient pas d'un coup discret à la porte. Le type qui a ouvert était exactement comme dans les vidéos, jeune, début trentaine, arrogant, décontracté. Il tenait une canette soda ou bière, je ne sais pas. On lui a dit qu'on répondait à des signalements de fuite de gaz dans le quartier. Vérification de routine, juste par précaution. Pouvait-on jeter un œil? Il a haussé les épaules et nous a laissé entrer sans poser de questions. On a agi vite. Étienne est resté dehors, faisant semblant de vérifier une fausse vanne. Nicolas a traversé le salon avec moi, discutant avec le type de vieux raccord de tuyaux et de détecteurs de monoxyde. Pendant ce temps, je me déplaçais dans la maison, plaçant discrètement de petites caméras sans fil à des endroits stratégiques. Une derrière un cadre dans le couloir. Une autre dans une grille de ventilation du salon. Une troisième dans une bibliothèque à l'arrière de la maison. La quatrième, la plus importante, dans la chambre, cachée dans un faux détecteur de fumée. Chaque caméra pouvait diffuser en direct sur un serveur privé que Nicolas avait configuré. Ça nous a pris peut-être 15 minutes au total. Pas de questions. Pas de soupçons. Le type nous a même remerciés en partant. On est reparti dans la camionnette comme si de rien n'était. 2 jours plus tard, Elodie m'a dit qu'elle allait encore travailler tard. Elle m'a embrassé sur la joue en partant, portant ce même manteau noir qu'elle mettait pour ses soi-disant visites clients. J'ai attendu qu'elle parte. J'ai ouvert mon ordinateur. Et j'ai regardé le flux en direct. Je l'ai vue arriver à la maison, se garer de l'autre côté de la rue, comme d'habitude. Elle a marché jusqu'à la porte, sans hésiter. Elle a sonné, et le type a ouvert comme s'il l'attendait toute la journée. Ils se sont enlacés. Une étreinte longue, tout encore pas le genre qu'on donne à un collègue. Elle est entrée et a fermé la porte derrière elle. Ils se sont assis sur le canapé un moment. Ils ont parlé. Riaient. Puis ils se sont levés et sont allés directement dans le couloir. Je n'avais pas besoin de voir la suite. Mais j'ai continué à regarder. Tout ce qui a suivi était exactement ce que je soupçonnais, mais bien pire en le voyant se dérouler devant moi. Plus de zones grises. Plus de place pour le doute. Plus d'excuses possibles. C'était une trahison. Pure et simple. J'ai sauvegardé chaque seconde de ces images. Ça me brûlait de regarder, mais je les ai gardées. Il le fallait.
3 jours plus tard, je suis retourné avec Nicolas. Même routine. Même heure. C'était calme, propre, intact. On a agi vite, retiré chaque caméra sans laisser la moindre trace. Comme si on n'avait jamais été là. Pas de soupçon. Pas d'alarme. Pas de signe. Le type n'a rien remarqué. Je suis sorti de cette maison avec la dernière pièce du puzzle. Le dernier clou dans le cercueil de mon mariage. Je n'ai pas ressenti de soulagement. Pas encore. Mais j'ai ressenti autre chose. De la clarté. La vérité ne se cachait plus. Et maintenant, j'étais prêt à l'utiliser. Je n'ai pas perdu de temps après avoir rassemblé les preuves. Traîner n'allait pas rendre la trahison moins douloureuse. Je savais ce que j'avais vu, ce qu'elle faisait, et je savais qu'on ne revenait pas de ça. Aucune excuse ou explication ne pouvait recoller les morceaux. J'ai ouvert mon ordinateur ce soir-là et commencé à chercher des avocats spécialisés en divorce. Je ne cherchais pas un type à la « parlons-en et réconcilions-nous ». J'avais besoin de quelqu'un de tranchant, impitoyable si nécessaire. Quelqu'un qui ne broncherait pas face à une bataille sale. Après quelques heures de recherche, j'ai choisi un avocat nommé Pierre Dubois. Ses avis parlaient de lui comme d'un « bulldog », implacable et sans compromis. Exactement ce qu'il me fallait. J'ai appelé son cabinet dès le lundi matin. Le mercredi après-midi, j'étais assis face à lui à un bureau en chêne massif qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Pierre était un homme trapu avec une barbe grise bien taillée et des yeux qui semblaient avoir vu toutes les trahisons possibles dans un mariage. Il m'a écouté calmement pendant que je lui exposais tous les soupçons, la surveillance, les vidéos. Quand je lui ai montré les images, il a à peine réagi. Juste un hochement de tête et une note sur un carnet jaune. Puis j'ai sorti mon atout, le contrat de mariage. Élodie avait insisté pour qu'on en signe un avant notre mariage. À l'époque, je n'avais rien à moi. Elle possédait sa maison, sa voiture, sa vie. Elle voulait se protéger, et je ne lui en voulais pas. On l'avait rédigé ensemble, et son avocat avait fixé les termes. Je l'avais lu, signé et rangé dans un dossier sans y repenser. Ironique, comme la vie peut changer. Une des clauses qu'elle avait absolument voulu sur laquelle elle n'avait pas cédé d'un pouce concernait l'infidélité. Si un conjoint était pris en flagrant délit d'adultère, l'autre recevrait tous les biens communs. C'était inattaquable. Pas d'interprétation possible. Pas de zone grise. Pierre a parcouru le document, lu la clause sur l'infidélité 2 fois, puis m'a regardé avec un léger sourire. « On va l'enterrer », a-t-il dit. Ces mots exacts. Calme. Froid. Comme si c'était déjà plié. On a planifié les étapes suivantes sur le champ. Pierre rédigerait les papiers du divorce immédiatement. Il m'a dit de ne rien laisser paraître, de ne pas confronter Élodie, de ne lui donner aucun indice de ce qui se préparait. Rester calme, silencieux, et laisser la loi faire son travail. En sortant de son bureau, j'ai ressenti un mélange étrange d'émotions. Soulagement. Chagrin. Colère. Une tristesse profonde, comme un poids de 100 kilos. Mais pas de retour en arrière possible. Les jours suivants, je me suis organisé. J'ai parcouru la maison et rassemblé tout ce qui comptait pour moi, mes vêtements, mes dossiers personnels, des souvenirs de famille, mon ordinateur, quelques meubles auxquels je tenais. En parallèle, j'ai discrètement déplacé l'argent. Tout ce qui était légalement à mon nom seul, je l'ai transféré sur un compte qu'elle ne pouvait pas toucher. J'ai vidé les comptes joints jusqu'à ce qui était juste selon le contrat de mariage et les conseils de mon avocat. Pas de magouille, juste protéger ce qui m'appartenait. Tout ce qui était uniquement à son nom, je l'ai laissé intact. Je n'allais pas descendre à son niveau. J'ai loué un petit box de stockage à l'autre bout de Lyon et j'y ai déplacé mes affaires petit à petit sur quelques soirs. Je faisais attention à garer ma voiture de location à des endroits différents pour qu'elle ne remarque rien avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, le jour est arrivé. Les papiers du divorce étaient prêts. Pierre a demandé à un huissier de remettre une copie à son bureau le lendemain, pour qu'elle ne puisse pas dire qu'elle ne les avait pas reçus. Mais je voulais aussi m'assurer qu'elle reçoive le message clairement à la maison. Quand Élodie est partie au travail, j'ai chargé le reste de mes affaires dans la voiture. Je n'ai laissé qu'une chose, un dossier épais, posé bien au centre de la table de la salle à manger. Dedans, les papiers du divorce. Pas de photos. Pas de souvenirs. Pas de lettres d'adieu.
Pas d'explication. Je n'ai pas laissé de mots sur le frigo. Je ne lui ai pas envoyé de texto pour lui dire où j'allais. Je n'ai pas laissé d'adresse de transfert. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, je ne me suis pas retourné. J'ai conduit jusqu'à chez un ami à 1 heure de Lyon, quelqu'un en qui j'avais totalement confiance. Il avait une chambre au-dessus de son garage qu'il utilisait comme bureau. Il l'a vidé pour moi, sans poser de questions. J'ai installé mon ordinateur, mon matériel de travail, et j'ai repris mes projets comme si de rien n'était. J'ai éteint mon téléphone. Supprimé mes comptes sur les réseaux sociaux. Je me suis fait fantôme. Le silence était assourdissant au début. Plus de grincements familiers de la porte d'entrée. Plus de bruit des clés d'Élodie sur le comptoir. Plus de rires étouffés venant de l'autre pièce. Mais petit à petit, jour après jour, le silence a commencé à ressembler à autre chose. La liberté. Je savais qu'Élodie rentrerait dans une maison vide, avec un dossier froid qui l'attendait. Et quelles que soient les excuses qu'elle pensait avoir, quelles que soient les larmes ou les discours dramatiques qu'elle avait répétés, rien de tout ça n'aurait plus d'importance. Parce que j'étais déjà parti. Et cette fois, elle n'avait personne d'autre à blâmer qu'elle-même. Plus tard, j'ai appris par un voisin à quel point elle était furieuse. Des cris résonnaient depuis la maison. Elle appelait quelqu'un, hurlant sauvagement au téléphone. Puis il y a eu un grand fracas, comme si une armoire s'était écroulée. Mon voisin est passé devant. C'est tout ce qu'il a vu et entendu, pour ainsi dire. Le jour du procès est enfin arrivé. Elle avait probablement tout essayé pour me retrouver. Mais elle n'y est pas arrivée. J'étais insaisissable. Comme un fantôme dans un film. Je me suis réveillé tôt ce matin-là, même si je n'avais pas beaucoup dormi. C'est drôle comme le corps sait quand un jour va tout changer. Je voulais avoir l'air calme, sérieux, intouchable. J'ai conduit jusqu'au tribunal en silence. Pas de musique. Pas de radio. Juste le bourdonnement des pneus sur l'autoroute et ma respiration régulière. Quand je me suis garé, mes mains ne tremblaient plus. Je n'avais plus peur. J'étais prêt. Pierre m'attendait déjà à l'intérieur, adossé à une colonne comme s'il avait tout le temps du monde. Il m'a fait un signe de tête en me voyant, sans un mot. J'ai hoché la tête en retour et l'ai suivi dans le long couloir jusqu'à la salle d'audience. On s'est assis à notre table, les documents bien rangés, tout préparé. Les minutes passaient au ralenti. Et puis les portes se sont ouvertes brutalement. Élodie est entrée comme une tornade. Cheveux en bataille, joues rouges, yeux scrutant la salle comme un animal acculé. Elle n'avait pas son allure professionnelle habituelle. Pas de grâce calme, pas de posture travaillée. Juste une panique brute. Elle m'a repéré, assis là calme, silencieux et s'est dirigée droit vers notre table. « C'est quoi, ça » a-t-elle sifflé, assez fort pour que quelques personnes se tournent. « C'est quoi, tout ce bordel ?» Je n'ai même pas scié. Je me suis juste adossé à ma chaise et j'ai dit, doucement. « Tu le sauras dans une demi-heure. » Son visage s'est tordu en quelque chose de laid, un mélange de rage, de peur et de confusion, mais avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit, l'huissier a appelé la salle à l'ordre. La juge est entrée, une petite femme sévère qui semblait n'avoir aucune patience pour les drames. La procédure a commencé rapidement. Formalité d'abord, nom, documents, registres officiels. Élodie n'arrêtait pas de me lancer des regards, puis à son avocat, qui semblait aussi nerveux qu'un homme montant sur un bateau qui coule. Puis Pierre s'est levé. « Madame la juge », a-t-il dit de sa voix posée et autoritaire, « nous souhaitons présenter des preuves conformément au contrat de mariage signé par les deux parties au moment du mariage. » Il a tendu un classeur épais à l'huissier, qui l'a transmis à la juge. Elle l'a feuilleté, fronçant légèrement les sourcils. Et puis Pierre a lancé les vidéos. Une par une, sur un petit écran installé pour le tribunal, les images défilaient. Élodie arrivant chez l'amant. Élodie accueillie à la porte. Élodie entrant pour des heures. Différents jours. Différentes tenues. Toujours la même histoire. Pas besoin de mots. Les images disaient tout. L'expression de la juge n'a pas beaucoup changé, mais j'ai remarqué un léger plissement de ses yeux pendant qu'elle regardait. Puis Pierre a soumis le contrat de mariage soulignant, en gras, la clause sur l'infidélité et la répartition des biens en cas de trahison. Élodie est restée figée un instant. Je pouvais presque entendre les rouages de son cerveau grincer en réalisant à quel point c'était grave. À quel point elle était coincée.
Et puis, comme si on avait actionné un interrupteur, elle a explosé. Elle a bondi de sa chaise, la renversant avec un fracas. Elle m'a pointé du doigt, sa voix montant jusqu'à un cri strident qui résonnait dans la salle. « Tu vas le regretter », a-t-elle hurlé. « Espèce de sale menteur, manipulateur. Tu ne peux pas me faire ça. C'est moi qui t'ai fait. Tu n'étais rien sans moi. » L'huissier s'avançait déjà vers elle, mais elle n'avait pas fini. Elle a essayé de se jeter sur moi à travers l'allée, main tendue, visage tordu de fureur, mais l'huissier l'a interceptée à mi-chemin, l'entourant de ses bras et la tirant en arrière. La juge a frappé son marteau, une fois, deux fois, sèchement. « Contrôlez votre cliente », a-t-elle lancé à l'avocat d'Élodie, qui a juste levé les mains, impuissant. Il était clair qu'il l'avait perdue. Élodie s'est débattue contre l'huissier un instant, puis s'est affaissée dans ses bras, sanglotant et marmonnant des insultes. La juge, sans plus de cérémonie, a baissé les yeux sur les documents devant elle et a rendu son verdict. Le contrat de mariage serait appliqué à la lettre. Je conservais la pleine propriété de la maison. Tous les meubles. Les comptes bancaires à mon nom. Même la voiture d'Élodie achetée avec des fonds communs, selon les documents m'était attribuée. Élodie n'avait droit qu'aux possessions personnelles qu'elle pouvait physiquement emporter de la maison. Rien d'autre. L'expression sur son visage quand le verdict a été prononcé est quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce n'était plus de la colère. Pas même de la tristesse. C'était le regard de quelqu'un réalisant, pour la première fois, que les actions ont des conséquences. Des vraies. Après la fin de l'audience, Pierre m'a tapé une fois sur l'épaule, une rare marque d'approbation de sa part, et a commencé à ranger les documents. Je suis resté là un moment, regardant Élodie être escortée hors de la salle, criant toujours, lançant des insultes dans ma direction. La femme que j'avais aimée plus que tout au monde était désormais une parfaite étrangère. Et à cet instant, je n'ai rien ressenti pour elle. Pas de pitié. Pas de haine. Pas de tristesse. Juste un silence propre, vide. Le genre de silence qu'on obtient après le passage d'une longue et sale tempête. Et je savais, au fond, que j'avais fait la seule chose possible. J'avais survécu à elle. J'aurais dû savoir qu'Élodie n'allait pas partir sans faire d'histoire. Dès que la juge a frappé le dernier coup de marteau et que l'audience s'est terminée, j'ai senti la tension dans l'air, comme une corde tendue prête à claquer. Pierre m'a fait signe de sortir rapidement de la salle d'audience, et je l'ai suivi. On n'a pas regardé Élodie ni son avocat, qui ramassait ses papiers avec l'air abattu d'un homme qui savait qu'il n'avait jamais eu la moindre chance. On a avancé dans le couloir à pas rapides, vers la sortie. Je pensais qu'en atteignant le parking assez vite, on pourrait éviter d'autres drames. Pas de chance. Elle m'attendait aux portes du tribunal, faisant les 100 pas comme une bête en cage. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est précipitée en criant mon nom. Avant que je puisse dire un mot, elle a arraché son grand sac en cuir de son épaule et me l'a lancé à la tête. Je n'ai même pas eu le temps d'esquiver. Le sac m'a heurté l'épaule avec un bruit sourd, des papiers et du maquillage s'éparpillant partout. Immédiatement, 2 policiers postés à l'entrée ont accouru. L'un a saisi Élodie par les 2 bras avant qu'elle ne puisse frapper à nouveau. L'autre s'est placé entre nous et lui a ordonné de se calmer. Élodie hurlait maintenant, une rage incohérente qui ne ressemblait même plus à des mots. Des larmes coulaient sur son visage, ses cheveux volaient dans tous les sens, elle donnait des coups de talon par terre comme une enfant en crise. Il a tout gâché. Il a ruiné ma vie. Tu penses que tu peux me faire ça? L'officier qui la retenait répétait, « Madame, calmez-vous. Vous aggravez votre cas. » Mais Élodie n'entendait rien. Ils ont dû la traîner, hurlante et gesticulante, à l'intérieur du tribunal. Pierre a juste secoué la tête et murmuré, « Elle ne se rend pas service. » Une demi-heure plus tard, alors que je signais les derniers documents, un des officiers est venu m'informer qu'Élodie était citée pour outrage au tribunal et tentative d'agression. Elle n'était pas arrêtée, mais elle écopait d'une amende salée et d'un avertissement. Si elle m'approchait à nouveau avec colère, elle ferait face à de vraies accusations. Je l'ai remerciée et j'ai gardé un visage impassible, même si à l'intérieur, j'avais l'impression qu'un poids s'était enfin levé de ma poitrine. Quand je suis enfin sorti vers ma voiture, sans discussion possible, le monde semblait un peu plus lumineux. Le ciel était plus clair. L'air semblait plus pur. Mais si je pensais que c'était fini, j'avais tort. 2 jours plus tard, alors que je commençais à me faire à l'idée que tout était derrière moi, j'ai reçu un appel de mon voisin, Bernard.
Bernard est le genre de type qui remarque tout. Ancien marin, il passe la moitié de son temps à bricoler son camion ou à tondre sa pelouse. Si quelque chose d'inhabituel se passe dans la rue, Bernard est le premier à le voir. Ce matin-là, il m'a appelé et m'a dit, mec, tu attends de la visite? Y a quelqu'un qui traîne dans ton jardin. Mon estomac s'est noué. Je séjournais chez un ami à l'autre bout de Lyon à ce moment-là, pas à la maison. Je n'y étais pas retourné depuis le verdict. Mais j'ai pris mes clés et sauté dans ma voiture sans réfléchir. J'ai appelé la police en chemin, donné l'adresse, expliqué que je pensais que mon ex-femme essayait peut-être de s'introduire chez moi. Quand je suis arrivé dans la rue, 2 voitures de police étaient déjà là, gyrophares allumés mais sans sirène. Le SUV d'Élodie était garé à moitié sur le trottoir devant la maison. Et elle était là dans le jardin et essayant de forcer la porte vitrée coulissante avec ce qui ressemblait à une règle en métal. Les officiers lui parlaient déjà, calme mais ferme, lui ordonnant de s'éloigner de la maison. Au début, elle a refusé. Elle disait que c'était chez elle. Qu'elle avait le droit d'être là. Mais ils n'étaient pas dupes. Ils lui ont expliqué le verdict, les documents de propriété, tout. Elle était en infraction. Elle n'habitait plus là. Ils lui ont donné une chance de partir calmement. Elle ne l'a pas saisi. Quand elle a recommencé à crier, ils l'ont menottée et l'ont emmenée jusqu'à la voiture de police. Je suis resté là, près de ma voiture, regardant toute la scène se dérouler. Elle ne m'a pas regardé une seule fois. Pas quand ils l'ont menottée. Pas quand ils lui ont lu les accusations. Pas quand ils l'ont chargé à l'arrière comme un sac poubelle qu'on sort. Pour la 2e fois en une semaine, Élodie a été emmenée par les forces de l'ordre et cette fois, ce n'était pas juste une amende. Cette fois, c'était sérieux. Un des officiers est venu me voir après et m'a dit qu'elle était officiellement accusée d'intrusion et de violation d'une ordonnance judiciaire. Elle ne me dérangerait plus, a-t-il dit. Du moins, pas de sitôt. Je l'ai remercié, j'ai serré la main de Bernard, et j'ai regardé les voitures de police s'éloigner dans la rue. Debout, seul, devant la maison qu'on avait achetée ensemble, j'ai ressenti une paix étrange, lourde, s'installer en moi. La femme qui avait bouleversé ma vie en était enfin sortie. Pour de bon. Après l'incident d'Élodie à la maison, je n'ai pas perdu de temps. La première chose que j'ai faite le lendemain matin a été d'appeler un serrurier. Je ne voulais même pas le souvenir quelle est une clé de cette porte. Le type est arrivé dans une camionnette fatiguée, plutôt sympa. Il lui a fallu moins d'1 heure pour changer toutes les serrures, porte d'entrée, porte arrière, garage, même le portillon du jardin. Je l'ai regardé travailler, sirotant un café devenu froid, pensant à quel point c'était fou que tout ce que j'avais construit avec elle en soit arrivé là. Un nouveau trousseau de clés et un reset complet. Une fois les serrures changées, j'ai appelé mon agent immobilier. Une femme efficace nommée Valérie et directe, avec une bonne réputation en ville. Je lui ai dit clairement que je ne cherchais pas à tirer le maximum du prix. Je voulais juste que la maison disparaisse. Disparaisse comme les 12 dernières années. Valérie est passée 2 jours plus tard, a visité la maison, m'a donné un prix. C'était correct, peut-être un peu bas, mais je n'ai pas discuté. J'ai signé les papiers là, sur le comptoir de la cuisine où Élodie et moi planifions notre avenir. Faire les cartons a été plus facile que prévu. J'avais déjà déplacé la plupart de mes affaires personnelles dans le box de stockage avant de lui remettre les papiers, donc il ne restait pas grand-chose. Juste quelques meubles basiques dont je me fichais avant, un canapé, quelques tables d'appoint, une vieille table basse qu'on avait dénichée dans un vide-grenier quand l'argent manquait. J'ai gardé quelques pièces par praticité, mais le reste, je l'ai donné. La maison ne me semblait plus être la mienne de toute façon. Ce n'était qu'un bâtiment. Des murs et un toit avec trop de souvenirs incrustés dans les cloisons. En 3 semaines, la maison était sous contrat. 2 semaines de plus, et elle était vendue. Le jour de la clôture a été étrange. J'ai signé les papiers, remis les clés au nouvel acheteur, et je suis sorti sous le soleil sans un regard en arrière. Pas de nostalgie. Pas de regret. J'ai chargé le reste de mes affaires et pris la route. Je n'ai dit à personne où j'allais. Ni aux amis. Ni aux anciens voisins. Ni aux collègues. Je suis juste parti. Vers l'ouest. Ça faisait du bien, aussi comme se débarrasser d'une peau qui ne vous va plus. J'ai traversé 3 départements avant de ralentir. J'ai trouvé une petite ville au pied des Alpes, rien d'extraordinaire, mais des rues propres, des gens sympas, de bons bistrots.
Un endroit où personne ne connaissait mon nom. Exactement ce dont j'avais besoin. J'ai acheté un petit appartement de 2 chambres en périphérie de la ville. Rien de tapa accent graveleuil parquet, une petite terrasse à l'arrière où je pouvais boire mon café en regardant le soleil se lever sur les montagnes. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était à moi. Rien qu'à moi. J'ai installé mon bureau près de la fenêtre, fait brancher Internet, et repris le travail. Contrat de programmation, mission freelance comme avant. Sauf que cette fois, pas de mensonge en toile de fond. Pas de questionnement sur la prochaine trahison. Quant à Elodie, je l'ai bloquée partout. Téléphone. Email. Tous les réseaux sociaux que j'avais encore. Elle a probablement essayé de me contacter, peut-être pour m'insulter encore, peut-être pour supplier, peut-être juste pour me ramener dans son chaos. Je ne saurais jamais. Et je m'en fiche. J'ai entendu des choses par le bouche à oreille, quand même. Quelques mois après le procès, un pote resté à Lyon m'a envoyé un message. Apparemment, l'histoire de l'éclat d'Elodie au tribunal s'était répandue comme une traînée de poudre dans nos cercles professionnels. On disait qu'elle avait été rétrogradée au travail, pas virée, mais reléguée à un poste subalterne, sans les gros clients ni les événements prestigieux qu'elle adorait. La direction ne pouvait pas garder quelqu'un avec autant de mauvaise presse associée à son nom. D'après ce que j'ai entendu, elle a dû vendre ses vêtements de marque, troquer sa voiture contre une plus modeste, et emménager dans un petit appartement loué à l'autre bout de la ville. Seul. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en apprenant ça. Pas de jubilation. Pas de sentiment de victoire. C'était juste comme ça. Les conséquences naturelles de 100 petites décisions qu'elle avait prises en pensant que personne ne regardait. Et moi? Je suis juste un homme qui vit sa vie à nouveau. Je me lève tôt. Je bosse sur mes projets, je fais de longues balades, je fais griller des saucisses le week-end, et je discute avec mes nouveaux voisins qui me connaissent juste comme le gars discret de la colline. Pas de drame. Pas de cris. Juste la paix. Une paix honnête, véritable. De temps en temps, je repense à Elodie. Pas avec colère. Pas même avec tristesse. Juste une sorte d'étonnement distant. Qu'on puisse jeter une vie bâtie sur la loyauté et la confiance pour quelques moments d'attention d'un mec 10 ans plus jeune qui ne saurait probablement pas épeler, engagement, même avec les 10 premières lettres données. Mais c'est son fardeau à elle. Pas le mien. J'ai construit une nouvelle vie à partir des décombres qu'elle a laissés. Et s'il y a une chose dont je suis sûr maintenant, assis ici avec un café à la main et le grand ciel bleu au-dessus de ma tête, c'est ceci. Je ne l'ai pas perdue. C'est elle qui m'a perdu. Partagez votre avis dans les commentaires. Si votre partenaire insistait pour signer un contrat prénuptial incluant une clause d'infidélité, cela vous mettrait-il la puce à l'oreille? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».